présenter donc, les résultats préliminaires qui portent sur l'étude du neurofilament dosé dans le LCR et dans le sang dans l'atteinte neurodégénérative des histiocytoses langerhaniennes de l'enfant. Donc, en 2025, grâce à la thérapie ciblée, on sait qu'on ne meurt plus d'une histiocytose langerhansienne, mais il existe des complications tardives et qui sont graves. Donc l'atteinte neurodégénérative qui en fait partie, qui concerne à peu près 5 à 20% des patients qui ont une histiocytose langerhansienne, avec des facteurs de risque qui ont été retrouvés dans les littératures, une atteinte de l'hypophyse ou alors une lésion ostéolytique au niveau de la base du crâne ou de l'orbite et la mutation BRAF-V600E. On sait que cette atteinte, elle est lente et progressive et elle est très variable et imprévisible. On peut avoir des patients qui ont une atteinte asymptomatique avec juste des lésions à l'IRM et des patients qui peuvent avoir un handicap moteur ou cognitif sévère et irréversible. Donc actuellement, l'examen clé, c'est l'IRM, qui retrouve surtout des lésions d'hypersignal. On verra tout à l'heure, Jean va nous présenter des IRM, avec surtout des hypersignaux en T2, dans des zones privilégiées surtout du cervelet et du tronc. Et actuellement, aucune thérapie a trouvé son effet dans l'atteinte neurodégénérative. Donc, comme on a vu ce matin avec Frédéric Gessmann, l'étude de la physiopathologie de cette atteinte neurodégénérative avec la présence de cette microglie inflammatoire mutée avec une réponse neurotoxique pourrait nous aider à traiter plus tôt, à prévenir l'atteinte neurodégénérative en traitant cette microglie à l'aide donc d'inhibiteurs de CF1R ou de thérapie ciblée. Donc on voudrait un marqueur prédictif. Donc on s'est intéressé au neurofilament. Le neurofilament, c'est une protéine structurale du neurone. Elle est indicatrice de la dégradation neuronale. Donc elle est dosable dans le sang et dans le LCR. Dans le LCR à plus forte proportion. Et elle a été prouvée comme étant augmentée dans les pathologies neurodégénératives, comme par exemple l'Alzheimer. Donc, il y a des études récentes, mais qui portent sur peu de patients, où ça a déjà été étudié dans les atteintes neurodégénératives d'histiocytose langerhansienne. Donc, sur une vingtaine de patients, ça semble être plus élevé pour une atteinte neurodégénérative d'histiocytose. Et on a l'impression aussi que quand on commence la thérapie ciblée, ça peut diminuer. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'étudier le neurofilament dans le sang et dans le LCR sur une plus grande cohorte pour étudier son utilité dans la prévention, le diagnostic et éventuellement aussi le suivi de l'atteinte neurodégénérative d'histiocytose langerhansienne. Avec des questions clés, est-ce qu'on peut détecter précocement et est-ce qu'on peut guider le traitement par thérapie ciblée ? Donc, les critères d'inclusion de l'étude, c'était tous les patients qui avaient un diagnostic d'histiocytose langerhansienne avant l'âge de 18 ans, qui étaient inclus dans le protocole HistioTarget et dans le registre national des histiocytoses. Et donc, les prélèvements ont été collectés dans le suivi systématique de leur maladie. Ils ont été stockés à Trousseau et envoyés donc à l'Institut Imagine grâce à l'aide de Aurore. Et donc, le dosage du NFL dans le plasma et dans le LCR a été fait par Camille Bruno à l'Institut Imagine par la technique SIMOA. Donc on a au total plus de 100 LCR, 645 plasmas qui sont répartis sur 264 patients. Et on dispose de 78 couples de plasma et de LCR prélevés exactement à la même date, qui sont répartis sur 62 patients. Donc déjà, les caractéristiques des patients. Donc on a 78 patients qui ont un LCR de disponible avec une étude de NFL et 268 patients qui ont une étude de NFL sur le plasma. C'est des patients qui ont un diagnostic d'histiocytose assez tôt avec un âge au diagnostic avant l'âge de 2 ans et donc une forte proportion d'atteintes neurodégénératives pour les patients qui sont étudiés dans le LCR, ce qui est logique parce que c'est plutôt ces patients-là pour lesquels on a fait des ponctions lombaires.
Donc 61% avaient une atteinte neurodégénérative et dont seulement 22, donc un peu moins de la moitié, avaient une atteinte uniquement de l'IRM. MND, c'est uniquement atteinte à l'imagerie, pas clinique. Et pour les patients qui avaient un plasma disponible, un peu moins. Donc, du coup, on a prélevé plus de patients qui n'avaient pas d'atteinte neurodégénérative. Il y avait 24% des patients qui avaient une atteinte neurodégénérative et 13% qui étaient uniquement radiologiques. Si on regroupe tous les patients étudiés, donc 264 patients, il y en avait 68 qui avaient une atteinte neurodégénérative, dont un peu plus de la moitié qui avaient uniquement une atteinte radiologique. Au diagnostic de leur atteinte neurodégénérative, 3, en fait, c'est leur diagnostic aussi d'histiocytose langerhansienne. On constate aussi que plus de 50% avaient une atteinte hypophysaire qui était présente dès le diagnostic, qui était présente avant le diagnostic de l'atteinte neurodégénérative, et dont 21 étaient présentes dès le diagnostic d'histiocytose langerhansienne. Aussi, on voit 22 cas d'atteinte neurodégénérative qui sont apparus sous thérapie ciblée par vemurafenib. Dans le délai de l'atteinte neurodégénérative dans cette cohorte, il était de 4,6 ans par rapport au diagnostic de l'histiocytose langerhansienne et de 4,3 ans par rapport au diabète insipide. Ici, quand on compare donc, tous les patients qui ont une atteinte neurodégénérative et ceux qui n'en ont pas, on retrouve les mêmes facteurs de risque qui ont été décrits dans la littérature, l'atteinte ostéolytique de la base du crâne et de l'orbite, l'atteinte hypophysaire, la mutation BRAF-V600E. Donc tous ceux qui ont une biologie moléculaire contributive sont mutés BRAF-V600E. Et puis, donc beaucoup moins d'atteintes single system pour les atteintes neurodégénératives, de manière significative. Pour les résultats du NFL dans le plasma, donc pour les patients qui ont plusieurs NFL récoltés au cours du temps, on a pris uniquement leur valeur maximale. On a comparé les patients qui ont une atteinte neurodégénérative et ceux qui n'en ont pas, et leur médiane. Donc la médiane, elle est plus élevée quand il y a une atteinte neurodégénérative, elle est autour de 14, alors que ceux qui n'ont pas d'atteinte neurodégénérative, elle est autour de 7. Donc cette différence est significative. Malheureusement, quand on sépare les patients qui ont une atteinte neurodégénérative uniquement radiologique et ceux qui ont une atteinte clinique, on ne voit pas de différence. Donc, le taux de NFL ne serait pas corrélé avec l'intensité des symptômes. Oui, même là, pour ce cas-là, c'est un petit peu supérieur, même pour l'autre. Mais pour le LCR, c'est l'inverse. Pour le LCR, donc on a fait pareil. S'ils ont plusieurs LCR, on n'a pris que la valeur maximale. Et on a comparé les deux groupes. Donc, il y a toujours une valeur... une différence significative entre les deux groupes, atteinte neurodège et pas d'atteinte neurodège, qui est très significative, avec un taux autour de 400 et quelques, 430 pour les atteintes neurodégénératives, versus 65 pour ceux qui n'ont pas d'atteinte neurodégénérative. Et par contre, donc, ceux qui ont une atteinte uniquement radiologique et ceux qui ont une atteinte clinique, il n'y a pas de différence significative. Donc là, on a fait des courbes ROC avec les plasmas. Donc on a étudié vraiment tous les patients, on n'a exclu aucun patient. Donc il faut savoir qu'il y a aussi des patients dedans qui ont d'autres pathologies. Par exemple, il y a un enfant qui est étiqueté autiste, un patient qui a fait aussi des complications infectieuses avec une varicelle très grave, qui a été hospitalisé longtemps en réanimation avec des complications neurologiques, des AVC. Donc on a inclus tous les patients et l'aire sur la courbe, elle est à 0,73, donc c'est une performance qui est correcte. Et donc si on se dit qu'on veut louper aucune atteinte neurodégénérative, on mettrait le seuil autour de 2,6, donc ça permettrait une sensibilité à 100%, mais forcément donc on a une faible spécificité avec beaucoup de faux positifs. Donc le seuil de 9,5 qui est utilisé dans les études précédentes,
paraît un bon compromis pour limiter les faux positifs, avec une sensibilité à 60%, une spécificité à 71%. La même chose pour le LCR, donc avec une R sur la courbe un petit peu plus élevée à 0,89. Et donc pareil, si on veut cibler toutes les patients, on pourrait mettre un seuil pour un dépistage à 40. Donc ça permettrait d'en louper aucun, mais par contre avec une faible spécificité aussi. Donc le seuil utilisé dans les autres études de 380 permet une bonne spécificité qui est nettement meilleure que celle du plasma. Et par contre, une sensibilité à 65%, donc on en loupe certains. Donc on peut utiliser ce seuil, et forcément, plus on augmente le seuil, plus on est spécifique, mais moins on est sensible. Ici, c'est l'étude des couples, donc ceux qui ont un prélèvement de sang et de LCR exactement le même jour. Donc il y en a 78 au total, qui sont répartis sur 62 patients. Et donc, on voit qu'il y a une corrélation significative entre le plasma et le LCR. Donc, ça permettrait de ne pas faire de ponction lombaire. Ici, c'est les résultats, donc l'étude du NFL au cours du temps pour les patients. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand on compare les deux groupes, atteinte neurodégénérative et pas d'atteinte neurodégénérative, au cours du diagnostic d'histiocytose, pas de l'atteinte neurodégénérative, de l'histiocytose. On voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes durant les 2 premières années qui suivent le diagnostic d'histiocytose langerhansienne. Et par contre, la différence commence à se constater à partir de entre 2 ans et 5 ans après le diagnostic d'histiocytose langerhansienne. Ici, à partir pour les patients qui ont une atteinte neurodégénérative, on a 29 patients pour lesquels on disposait de prélèvements qui dataient de plus de 1 an avant le diagnostic de l'atteinte neurodégénérative. Et on voit que la médiane, elle est à 8,3, donc elle est sensiblement pareille aux patients qui n'ont pas d'atteinte neurodégénérative. Aussi, quand on a pris uniquement les patients qui ont plus de 3 prélèvements dans le temps et qu'on prend leur dose maximum de NFL et on regarde le délai médian entre ce dosage maximal et le délai entre cette dose maximale et le diagnostic d'histiocytose, on voit qu'il est assez long, autour de 5,3 ans, et par contre, il est très rapproché par rapport à l'atteinte neurodégénérative. Donc, avec ces résultats, on peut se dire que ce n'est pas un facteur prédictif au diagnostic de l'histiocytose langerhansienne et dans les 2 ans, et qu'en fait, il augmente assez brutalement vraiment au moment de l'atteinte neurodégénérative. Ici, c'est pour l'étude dans le temps, mais du LCR. Donc, on a beaucoup moins de données. On a un seul patient pour lequel on possédait un LCR au diagnostic de l'histiocytose et par contre il était normal, et deux pour lequel on disposait, donc il y a le même patient et puis un autre pour lequel on disposait aussi d'une ponction lombaire avant le diagnostic de l'atteinte neurodégénérative, et donc qui avait des seuils des taux de NFL dans le LCR qui étaient dits normaux, donc inférieurs à 380, mais qui sont à 149 et 36. Et voilà. Et donc on voit pareil la différence entre les LCR des patients sans atteinte neurodégénérative et avec atteinte neurodégénérative plutôt à partir de 2 ans et 5 ans également, même s'il y a beaucoup moins de patients. Pour le suivi de cette étude, pour les patients qui n'ont pas d'atteinte neurodégénérative, il est de 4 ans après le diagnostic de l'histiocytose langerhansienne. Pour ceux qui n'ont pas d'atteinte pour ceux qui ont une atteinte neurodégénérative, il est de 3,3 ans, le délai médian après le diagnostic de l'atteinte neurodégénérative. Et ceux qui n'ont pas d'atteinte clinique, donc uniquement radiologique, on a un suivi de 2,6 ans après la première IRM pathologique.
Donc en conclusion, c'est la première étude avec autant d'échantillons de LCR et de plasma disponibles pour étudier ce neurofilament dans l'atteinte neurodégénérative d'histiocytose langerhansienne. On peut confirmer les facteurs de risque qui sont associés à cette atteinte avec tous les patients pour lesquels on a de la biologie moléculaire réalisable, la mutation BRAF-V600E. On n'a pas retrouvé d'autres mutations. C'est une complication qui survient tardivement. Donc on avait un délai médian de 4,6 ans après le diagnostic d'histiocytose langerhansienne. Plus de 50% avaient une atteinte hypophysaire préexistant la maladie et plus de 50% ont une atteinte uniquement radiologique, sachant que par contre on a un délai de 2,6 ans après la première IRM pathologique. Donc est-ce qu'ils vont déclarer des symptômes après? On ne sait pas encore. Aussi, donc 22 patients, ça fait 32% des patients qui ont une atteinte neurodégénérative. L'atteinte est apparue sous thérapie ciblée par Vemurafenib. Concernant les résultats donc, de NFL, on constate que le taux de NFL dans le sang et dans le plasma est corrélé avec l'atteinte neurodégénérative, mais par contre, elle n'est pas corrélée avec la sévérité clinique. Donc malheureusement, on ne peut pas s'aider de ça pour savoir ceux qui vont faire des symptômes cliniques ou non. Aussi, ça n'a pas l'air d'être un facteur prédictif, du moins au diagnostic de l'histiocytose et dans les 2 ans qui suivent. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on peut en tout cas se passer a priori des ponctions lombaires parce que le résultat est corrélé entre le LCR et le plasma. Donc pour la pratique, il faut bien interpréter ce seuil, ce dosage NFL dans le sang et dans le LCR avec la clinique, les antécédents. Comme je vous ai parlé de l'autisme et par exemple des AVC, enfin voilà, de toutes ces complications. Et puis en fonction de ces seuils de spécificité et de sensibilité. Donc on ne peut pas se passer pour l'instant de l'IRM qui reste l'examen clé pour repérer l'atteinte neurodégénérative. Elle est recommandée au diagnostic pour les patients qui ont un facteur de risque d'atteinte neurodégénérative. Donc, a priori, avec ces résultats, pas d'indication, en tout cas au moment du diagnostic d'histiocytose et dans les 2 ans qui suivent, de faire de dépistage avec un taux de NFL qu'on ne saurait pas vraiment interpréter. Par contre, à partir de 2 ans, ça pourrait être une solution. Plutôt du coup dans le plasma plutôt que dans le LCR, vu que c'est corrélé et que la ponction lombaire, c'est quand même assez invasif. Et puis, par contre, lorsqu'il y a une atteinte neurodégénérative, comme on a vu l'apparition d'atteintes neurodégénératives sous Vemurafenib, on recommanderait plutôt de débuter du Dabrafenib versus le Vemurafenib. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie.